Pour représenter en une muette image l'idéal de la beauté féminine, Zeuxis voulut peindre une Hélène. Il demanda quelle belle jeune fille se trouvait à Crotone. Les crotoniates réunirent les plus belles vierges en un seul lieu et autorisèrent le peintre à choisir librement parmi elles. Rassemblant ce qu'il y avait de mieux dans chacune, son art en fit un chef-d'œuvre de beauté. Cette beauté que cherche Zeuxis en cette Grèce du IVe siècle avant notre ère est le rêve de l'artiste depuis l'origine de l'art. Pourtant, cet idéal est aussi variable que le goût. Comme en témoignent les modèles de la Grèce antique. Vers 580 avant notre ère, moins 550, moins 500, moins 450. Polyclète sculpte selon son canon de beauté et aussi d'après le modèle vivant comme le prouvent les détails de l'anatomie. Moins 350. Praxitèle propose avec son Hermès un modèle plus élancé. Cette œuvre de la main même du sculpteur est faite de formes fluides, harmonieuses, elles aussi copiées d'un modèle vivant. Car la beauté du corps est considérée alors par les Grecs d'essence divine. De même, c'est une Vénus, déesse vénérée dans les temples en raison précisément de sa beauté sensuelle, que le sculpteur nous montre nue. Ici, une copie romaine. Pline raconte que son modèle, Phryné, la célèbre courtisane, était si belle qu'une statue d'après nature la représentait nue dans l'enceinte sacrée de Delphes. À cette époque, on trouve peu de nus féminins, mais les Vénus Aphrodite ou les Niobides portent un vêtement si léger qu'il laisse transparaître le corps et en souligne ou dissimule certaines parties pour les rendre plus mystérieuses, donc plus attirantes. La déesse de la victoire d'un petit temple de l'Acropole construit en 408 avant notre ère, dans un mouvement souple du corps et de la draperie, se penche pour remettre sa sandale. Dans la Rome antique, le mot modèle change de sens. Ce n'est plus la personne vivante, source d'inspiration. Le modèle est l'œuvre déjà créée par un artiste grec et copiée par les Romains. La Vénus, prétexte à la célébration de la beauté féminine, ou l'athlète magnifique, vont disparaître dès les premiers siècles avec le christianisme. Les statues des dieux et des déesses nus cachent en réalité, affirme l'Église, des démons séducteurs qui ont pris forme humaine. Dès lors, le nu n'est plus qu'une dépouille mortelle marquée par le péché. Les représentations de nus sont réservées à la rigueur à celles d'Adam et Ève. Chassés du paradis, ils prennent conscience de leur nudité, ils la cachent, honteux. Corps sans grâce, sans forme différenciée, et bien sûr, représentés sans recourir au modèle vivant. D'autres corps en partie nus existent dans l'art chrétien, les saints martyrisés. Tous ces personnages sont des copies plus ou moins fidèles des exemples, des modèles sur parchemin transmis par les ateliers d'enluminure des manuscrits. Une exception au XIIe siècle à la cathédrale d'Autun. L'Ève, appuyée sur le sol. Le corps souple et serpentin semble prendre vie au milieu des végétaux. En Italie, vers 1425, Masaccio donne à Adam et Ève, chassés du paradis, une attitude saisissante de vie. Van Eyck poursuit le même désir de vérité lorsqu'il peint le polyptyque de la cathédrale de Gand.
Il y fait figurer Adam et Ève sur des panneaux latéraux. Des personnages beaux et vraiment humains. Le goût du corps humain exprimé à travers les formes séduisantes du nu païen va ressurgir à la Renaissance italienne, sous la forme du David de Donatello. À la manière des statues antiques, Donatello représente David sous les traits d'un dieu de l'Antiquité. Cependant, son modèle est un très jeune homme aux formes fluides et sensuelles. Sensualité avivée par le port des bottes et du chapeau. Environ 30 ans après la naissance du David de Donatello, on découvre l'Apollon dit aujourd'hui du Belvédère. Cette copie romaine d'une sculpture grecque sera désormais le modèle absolu de la beauté masculine. Jusqu'à entrer dans le folklore européen. Beau comme Apollon. C'est l'Apollon du Belvédère. Et ces œuvres gréco-romaines redécouvertes vont servir à nouveau de modèle aux artistes occidentaux. Pendant des siècles, dans les ateliers, on va copier moulages et répliques des grandes œuvres classiques, puis compléter cet apprentissage par l'étude du corps vivant et l'étude des os, des muscles, indispensable à la représentation réaliste du corps, est un enseignement toujours vivant dans les écoles des beaux-arts. On peut prendre un numérus féminin, ravissant. Si vous regardez ça dans un bouquin, aplati, c'est fichu. Ce sera dessiné par les contours, et l'espèce de torsion de cet os sur lui-même qui se traduit dans la vue postérieure du bras. Cette espèce de torsion est imperceptible si on dessine par les contours. Vous voyez le grand rond? Regardez, mais sans rien lui dire. Vous voyez la longue portion, le vaste externe? C'est de la folie. Allez, appuyez. Ce que je voulais que je vous dise, c'est plus clair que mon cours, non? Quant à Vénus, elle est sauvée de la désaffection du Moyen-Âge chrétien par des philosophes néo-platoniciens comme Marcille Ficin. Il conseille à son élève Lorenzo de Médicis « Fixez votre regard sur Vénus née du ciel et aimée entre toutes par Dieu dans les cieux. » Ainsi, Botticelli crée en 1478 pour Lorenzo de Médicis le printemps et ses trois grâces. Sans doute inspiré de bas-reliefs ou de sarcophages antiques montrant des ménades, les trois grâces n'ont plus rien de commun avec celles du Moyen Âge. Quelques années plus tard, Lorenzo commande à Botticelli une Vénus sensuelle, à l'exemple des déesses grecques. Si elle s'appuie encore sur une jambe, l'équilibre est rompu, et Vénus flotte réellement sur les flots. Son corps est tout entier composé de lignes sinueuses. Son visage est comparable à celui de ses madones. Et le peintre fait de la déesse vénérée des Grecs une sorte de sœur de la Vierge chrétienne. Et à son tour, Botticelli devient un modèle pour les peintres. Sa Vénus inspire Cranach en 1509. Et Lorenzo dit crédit. Mais une autre Vénus, la Vénus endormie de Giorgione, va avoir un destin royal. Sa pose souple et naturelle devient le modèle absolu du nu couché. Titien, Vénus d'Urbino, Vénus du Pardo, Cranach, Velázquez la retourne, Goya,
Courbet, Manet, Renoir, Matisse. Ce face-à-face du peintre et du modèle n'est pas sans danger. Une autre légende est rapportée par Pline. Le roi Alexandre avait chargé Apelle de peindre nue, par admiration pour sa beauté, la plus chérie de ses maîtresses nommée Campaspe. L'artiste, tout en travaillant, devint amoureux d'elle, et Alexandre, qui s'en aperçut, la lui donna. Le frère Filippo Lippi, âgé de 50 ans, avait reçu commande d'un retable pour un couvent de Prato. En 1456, tandis qu'il y travaillait, il s'éprit d'une jeune religieuse de 22 ans, Lucrezia Butti. Il la fit poser pour la figure de la Vierge, la séduisit et finit par l'enlever. Ils vécurent en concubinage, eurent 2 enfants, dont le futur peintre Filippino Lippi. Un tel comportement aurait pu valoir au couple le bûcher. Mais le pape légalisa leur union, les relevant de leurs vœux en raison du grand talent du peintre. La belle Lucrezia continua à poser pour la figure de la Vierge. L'histoire du peintre amoureux de son modèle renaît régulièrement. Raphaël fut un peintre au talent incontesté. Beauté, jeunesse, vie brève, il meurt à 37 ans. Amoureux de la Fornarina, qu'il peint dévêtue. Tout était réuni pour que les historiens, les romanciers et les peintres s'emparent de son histoire. Jusqu'à Ingres qui, des siècles plus tard, reprend le thème de Raphaël et de son modèle. Le peintre amoureux de son modèle. Mais de quel modèle s'agit-il? La femme qui pose devant lui, ou l'image de cette femme qu'il a lui-même créée? Cette copie d'après nature qui est aussi fruit de son imagination et de son talent. La nature réinventée par le peintre, le modèle devenu sa création, sa créature. Le peintre est son double. Les autoportraits avec modèle évoquent parfois cette fusion, comme celui du peintre allemand Lovis Corinth en 1903. Le portrait du modèle s'est blotti dans les bras même de l'artiste. Il s'immisce entre le corps du peintre et sa palette. La peinture du modèle est aussi vivante que le peintre lui-même. Cette vie, le sculpteur Pygmalion, selon le mythe grec, a pu la créer. Ovide raconte l'histoire dans ses Métamorphoses. Pygmalion sculpta donc dans l'ivoire à la blancheur de neige un corps auquel il donna une beauté qu'aucune femme ne peut tenir de la nature. Et il conçut de l'amour pour son œuvre. Vénus le comprend, l'entend. Pygmalion s'approcha de sa statue et lui donna des baisers. Il lui sembla que sa chair devenait tiède. La Vierge sentit les baisers qu'il lui donnait et rougit. Et levant un regard timide, elle vit celui qu'il aimait. Dans ce mythe sont réunis tous les thèmes. L'artiste amoureux de la créature née de ses mains et de son imagination. La beauté que la nature elle-même ne pourrait créer. La vie qui, par la puissance de l'art, pénètre l'œuvre. Depuis l'Antiquité, le peintre poursuit ce rêve fou de donner vie à son propre modèle. En 1928, Magritte peint un tableau sur ce thème, mais il l'avoue,
Ce rêve est à jamais inatteignable. Titre du tableau, La tentative impossible. Picasso, Le peintre et son modèle, 1914. Le peintre pensif a délaissé sa toile et regarde, les yeux perdus dans un songe, la femme qui pose. Et de vivant dans le tableau ne figure que le modèle qui a capté toute la couleur. Faute de pouvoir créer la vie, le peintre recrute des modèles dans la foule de ses contemporains. Caravage ne travaillait qu'ainsi. Le plus souvent, il mettait en scène et représentait ses amis. On retrouve certains visages d'un tableau à l'autre. Même visage pour le saint dans les 3 tableaux du cycle de Saint Matthieu. Ce modèle pose aussi pour Abraham dans le sacrifice d'Abraham. Mario Minniti, peintre sicilien, compagnon de Caravage, est peint dans la Diseuse de Bonaventure. Il figure aussi dans la Vocation et le Martyre de Saint Matthieu. Encore une histoire de modèle. Édouard Manet et Victorine Meurant. Manet est frappé par l'allure originale de cette jeune fille qu'il croise dans la foule. Sa peau laiteuse de rousse accroche bien la lumière. Il en fait un portrait. Elle a 18 ans. Elle sera son modèle préféré pour une dizaine de grands tableaux. Manet a peint Victorine en chanteuse des rues. En costume d'espada, elle a revêtu un habit d'homme. Elle est aussi la femme au perroquet. Elle sera en 1873, dans un rôle ultime, une jeune mère posant devant la grille du chemin de fer derrière la gare Saint-Lazare. Mais c'est surtout auparavant, avec 2 tableaux célèbres et scandaleux, que Victorine a trouvé ses plus grands rôles. Victorine nue à côté de 2 hommes habillés dans le déjeuner sur l'herbe. Quelques mois plus tard, c'est Olympia. Les 2 toiles déclenchent de beaux charivaris. Cette brune rousse est d'une laideur accomplie. Sa face est stupide, sa peau cadavérique. Ce qui choque, c'est que Manet a peint une femme réelle. Pas de prétexte mythologique ou religieux. Il s'agit d'un pur portrait, mais dans une mise en scène provocante. Regard franc, planté dans les yeux du spectateur, la femme assume avec grand naturel sa nudité, corps trop réel, choquant de vérité. Manet répond « J'ai fait ce que j'ai vu ». Il faut savoir qu'à la même époque triomphent les nus plus éthérés d'Alexandre Cabanel. Une naissance de Vénus, à la peau lisse comme le marbre, au teint pâle et rose. Évoquant les modèles de son père Auguste Renoir, le cinéaste Jean Renoir constate : dès qu'il peignait des sujets de son choix, il retombait dans les caractéristiques physiques qui étaient essentiellement celles de sa future femme. Choisissait-il des modèles de ce type ou bien son imagination guidait-elle sa main ? Tous ces modèles étaient des Renoirs, tous choisis parce que leur peau ne repoussait pas la lumière. Renoir rencontre Aline en 1880. Elle n'a pas 20 ans. Elle deviendra sa femme et bien sûr son modèle principal. Elle apparaît dans le déjeuner des canotiers. Baigneuse blonde, Aline est peinte à Sorrente après la découverte par Renoir des fresques d'Herculanum et de Pompéi et celle de Raphaël à Rome. Et la belle baigneuse est toute imprégnée des couleurs des fresques que le peintre vient de voir.
Maternité. Les grandes baigneuses. Au sujet de la Diane chasseresse, l'une de ses premières œuvres, un critique parlait de vérité des tons, de l'amour de la chair. Renoir répondait « J'ai horreur de ce mot chair qui est devenu prétentieux. Pourquoi pas viande pendant qu'ils y sont? Ce que j'aime, c'est la peau de jeune fille, rosée et laissant deviner une heureuse circulation. » La recherche de l'incarnat fut constante dans l'histoire de la peinture. Non seulement comment reproduire les teintes de la peau, mais aussi rendre sensible, palpable son velouté. Comment faire sentir la pulsation de la vie sous cette peau? Une tâche si difficile que la réussite ne pouvait s'expliquer que par des pratiques magiques, tenues secrètes. Ainsi a-t-on soupçonné certains peintres, tels Titien, de mêler à leurs pigments leur propre sang ou leur sperme, comme si seul le don d'une partie vitale était capable d'expliquer la perfection de l'œuvre. Au XIXe siècle, Delacroix s'interrogeait encore. Il est difficile de dire quelles couleurs employaient les Titiens et les Rubens pour faire ces tons chers, si brillants, et rester tels. Et en particulier ces demi-teintes dans lesquelles la transparence du sang sous la peau se fait sentir malgré le gris que toute demi-teinte comporte. Je suis convaincu pour ma part qu'ils ont mêlé pour les produire les couleurs les plus brillantes. Délaissant la peinture à l'huile, Degas, grâce au pastel, saura trouver le grain de la peau, la sensualité du corps. Et pied de nez à Cabanel, nous montrer une femme sortie du bain et carrément allongée sur le sol. Une histoire bien ambiguë. Passionné par la photographie, Delacroix avait utilisé cette nouvelle invention dès 1847 pour fixer la pose de ses modèles avant de les dessiner, les peindre. Il y voyait la démonstration palpable du vrai dessin de la nature. À son exemple, Degas photographie ses modèles. Un procédé qui va se répandre chez les peintres. Et le modèle vivant féminin, bravant les mœurs pudibondes, sort de l'atelier du peintre et fait son entrée dans les écoles des beaux-arts. Avec la photo, le modèle va rapidement acquérir un autre statut. Son image, démultipliée par la reproduction, va envahir les magazines. Le modèle devient parfois plus célèbre que l'artiste lui-même. Le modèle du peintre s'est transformé en un autre personnage et, autre sens du mot, devient mannequin. Mais ce modèle mannequin pourrait peut-être un jour être rendu au destin du modèle de Degas. Sorte de chiffre molle affaissé sur le sol.